Et coprésident de la commission cession-transmission de la CPME. Et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre premier webinar. Juste quelques mots sur la CPME pour ceux qui la connaîtraient pas. Donc, c'est la CPME au niveau national, c'est la première organisation patronale interprofessionnelle avec le nombre d'entreprises adhérentes, 250 000 entreprises. La CPME 13, donc la CPME des Bouches-du-Rhône, c'est une communauté de 10 000 entrepreneurs. Voilà, donc le rôle de la CPME, c'est la défense des intérêts des patrons de TPE-PME, commerçants ou artisans, à travers différentes actions auprès gouvernementales et puis également au travers les mandats dont la CPME 13 dispose. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ces mandats, n'hésitez pas à prendre contact avec la CPME. Et puis également, la CPME propose différents services auxquels vous pouvez avoir accès en composant le Allo CPME 13, voilà, sur tout un tas de sujets du quotidien du chef d'entreprise. Et la CPME 13 est aussi très présente dans le territoire au travers ces 5 commissions territoriales sur les Bouches-du-Rhône. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, on a créé en fin d'année dernière avec Jean-Louis, on a proposé à la CPME de lancer cette commission parce que tous les deux, en tant que professionnels en fait, de l'accompagnement des dirigeants qui cèdent leur entreprise, on se rend compte que c'est un vrai sujet face auquel les dirigeants sont souvent très seuls et ça regroupe énormément de sujets et de problématiques en fait qui nécessitent absolument un accompagnement. Donc, Oui. tu veux dire quelque chose? Oui, justement. Donc, pour revenir au sujet concret, c'est quelle est la valeur de votre entreprise? Pourquoi on a commencé par ça, justement pour montrer un peu que vous avez tous un peu, comme on dit, le nez dans le guidon. Il est intéressant à un moment donné, justement pendant cette heure-là, de prendre un peu d'oxygène et de se poser les bonnes questions, tant au niveau de la valeur de l'entreprise, tant aussi par les experts qui vont parler, de voir un peu quels sont les problèmes que je peux avoir sur le développement de mon entreprise ou sur l'amélioration de mes coûts de structure. Donc, on est assez vaste au départ. Ceci étant, c'est une commission session, donc Emmanuel et moi, on sera prêt à répondre dans des entretiens individuels à toutes les questions que vous posez. Donc, on va laisser la parole à nos experts qui vont vous présenter quelle est la valeur de votre entreprise. Alors, on a séparé le discours, je dirais, en trois, avec en premier les aspects juridiques, ensuite la dimension purement financière, liée au compte des résultats, au bilan, etc. Et puis en troisième, une intervention en lien avec l'organisation, la dimension plus humaine et organisationnelle de l'entreprise. Donc, je laisse la parole à Guillaume Bluzet, qui est avocat en droit des affaires et qui va évoquer déjà le premier sujet qui est qu'est-ce qu'on vend? Quel est le périmètre juridique de ce qu'on vend? Guillaume, à toi. Guillaume? Excuse-moi, mon micro n'était pas branché. Merci Emmanuel pour cette présentation. Bonjour à tous, je suis Guillaume Bluzet, avocat spécialisé en droit des affaires et je pratique quotidiennement les opérations de transmission d'entreprise avec cette particularité de la détermination de ce que l'on voudrait acheter ou vendre, qui est quand même l'une des premières questions. Et pour y répondre, lorsque on est en face de ce projet, à l'achat ou à la vente, encore une fois, on doit quand même se poser la question de savoir quelle est l'activité qui est l'objet de cette opération. Pourquoi l'activité? Parce que on ne vend pas ou on n'achète pas de la même façon une entreprise qui fait du commerce, qui fait du service, qui fait de la production industrielle, ou voire encore
qui peut intervenir dans le bâtiment ou même qui peut avoir une activité agricole. Ce sont des activités très différentes et qui ont des composantes elles-mêmes très différentes, ce qui amène précisément au choix de ce que sera l'opération d'achat ou de vente, qu'il s'agisse d'un fonds de commerce ou qu'il s'agisse d'une société elle-même. Alors en effet, si j'ai parlé de toutes ces activités, c'est que par exemple une activité de commerce qu'on appelle assez classiquement une boutique n'a pas le même actif et la même attractivité qu'une société qui va faire de la production industrielle et qui sera équipée de machines-outils, par exemple. Ceci est important parce que à partir de là, on va se poser une question qui est importante, c'est quels sont les actifs, quels sont les atouts de la société en termes d'activité et de patrimoine. Premièrement, quels sont mes clients? C'est-à-dire, ce sont des clients récurrents ou est-ce que ce sont des clients dits de passage, souvent dans le commerce? Quel est mon chiffre d'affaires? Quels sont mes équipements? C'est-à-dire, quelle est ma force de production? Il est évident qu'une société de service avec 3 ordinateurs ou 50 ordinateurs n'a pas la même valeur en termes d'équipement qu'une société industrielle qui aura plusieurs machines-outils. Quels sont mes locaux? Très important, parce que notamment en ce qui concerne le commerce, le droit au bail, c'est-à-dire la valeur de la location, est très importante. Mais évidemment, avec tout ça, il faut se poser la question de savoir quelles sont aussi mes charges, quels sont mes financements, quels sont les crédits que j'ai en cours pour que je puisse exactement apprécier quelle sera l'attractivité de la société, soit à vendre, soit à racheter, par rapport à ses engagements financiers. Et cela, bien sûr, par rapport à ce que je viens d'expliquer, quels sont les clients, quel est le chiffre d'affaires. On arrive au final à faire une sélection sur le type d'opération à envisager. Pour ce qui est des activités de commerce, on va souvent privilégier la vente du fonds de commerce, c'est-à-dire des actifs que sont évidemment le droit au bail, c'est-à-dire les locaux, la valeur locative des locaux, également évidemment la clientèle, également les équipements. On ne cède pas les dettes ou on ne rachète pas les dettes, on ne rachète que les actifs. Ça permet évidemment de partir sans trop de risques sur cette opération de rachat ou de vente, sachant que, à la différence d'une société, la société est cédée avec son passif, c'est-à-dire notamment avec ses dettes. Ça peut avoir un intérêt puisqu'on fait de ce qu'on appelle du clé en main lorsqu'on vend une société. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, vous avez l'ensemble des dettes sociales et fiscales qui sont attachées à la société, ce qui a un impact, mais ça, Laetitia vous le dira, sur la valeur des titres. Dans l'un et l'autre cas, il ne faut pas oublier la chose la plus importante, c'est que le personnel, lui, est transféré avec le fonds de commerce ou la société. C'est-à-dire, dans l'un et l'autre cas, vous allez avoir un personnel que vous devrez rémunérer comme avant, qui vous sera transféré. Par conséquent, au vu de l'activité, au vu de ces particularités et de ces actifs dont je viens de parler, vous aurez à faire le choix en fonction de ce que vous souhaitez, soit de vendre le fonds de commerce, soit de vendre la société. Au final, tout cela est important car je vais passer à ce moment-là la parole à Laetitia parce que cela aura une incidence sur la valorisation de ce que vous allez vendre ou acheter, qu'il s'agisse du fonds de commerce ou de la société, et plus exactement des actions de la société. Laetitia, je te passe la parole sur l'aspect financier de l'opération. Je te remercie, Guillaume. Alors, bonjour à tous, Laetitia Andréani. Donc, je suis expert comptable et dirigeante du cabinet Avena Expertise. En tant qu'expert comptable, ça m'arrive souvent que les clients me demandent, à votre avis, combien vaut mon entreprise? Comme ça, hein, rapidement, à la louche,
Combien de fois le chiffre d'affaires? C'est quoi le ratio dans mon secteur? Alors, évidemment, ce n'est pas si facile. Néanmoins, on va pouvoir donner des pistes. Par exemple, si on prend une activité de courtage en assurance, très souvent, on a un ratio entre 2 ou 3 fois le chiffre d'affaires en fonction de la typologie de clientèle. OK, bon, bah ça, c'est assez facile. Maintenant, si on veut aller évaluer une supérette, le chiffre d'affaires, ça ne va pas nous donner beaucoup d'indications. Là, ce qu'on va vouloir connaître, c'est plutôt le taux de marge de l'entreprise. Donc, on va plutôt s'intéresser à des multiples de marge ou des multiples d'EBE. Donc, ça va être un premier type de méthode de valorisation qui est la méthode du multiple et qui va pouvoir s'adapter, s'appliquer à certaines entreprises, mais pas toutes. Imaginons, je vais vous prendre un autre exemple, une entreprise qui serait propriétaire de son local. Par exemple, un salon de coiffure qui a été créé il y a une vingtaine d'années et le dirigeant, en créant son salon, a également acheté ses locaux, donc ils font partie de l'actif de son bilan comptable. Sans rentrer dans les détails techniques, un actif, ça se déprécie, ça perd de la valeur avec le temps, on base des amortissements. Donc, au bout de 20 ans, on peut imaginer que le local est amorti, qu'il n'a plus de valeur comptable à l'actif du bilan. Pourtant, si on le vendait, ce local, il aurait bien un prix. Donc là, pour toutes les entreprises qui auraient qui auraient de l'immobilier ou du matériel, des machines, des véhicules, on va plutôt utiliser des méthodes patrimoniales pour pouvoir valoriser ce qu'elles possèdent. Donc ça, c'est encore un deuxième type de méthode. Et figurez-vous qu'on peut aussi valoriser une société, par exemple, qui ne gagnerait pas d'argent. Et oui, même si une société est en perte, on peut trouver des méthodes d'évaluation en fonction du contexte, du secteur d'activité. Par exemple, il m'est arrivé de valoriser une boîte comme ça dans le secteur de la santé, qui a été valorisée plus de 15 millions d'euros alors qu'elle était en perte, parce qu'en fait, cette société était en train de se développer. Elle était en train de mettre en place plein de dépenses pour pouvoir s'implanter sur tout le territoire national. Et on avait estimé qu'une fois que ce serait lancé, là, ça allait devenir une machine à cash. Et donc, elle intéressait des investisseurs, elle avait une valorisation. Alors que comptablement, on aurait pu penser le contraire. Et là, on avait utilisé plutôt des méthodes basées sur les flux de trésorerie. Donc il faut bien voir qu'en fonction du type d'activité, de sa phase de croissance, de sa phase de développement, on va utiliser des méthodes qui sont différentes. Et alors, une chose qui est importante, c'est que les méthodes, on ne les additionne pas, on ne fait pas des moyennes, on va les choisir en fonction de l'entreprise et ensuite, on va les mettre côte à côte pour voir ce qui est le plus approprié. Dans tous les cas, avant d'identifier la méthode, ce qu'on va vouloir faire quand on valorise une entreprise, c'est déjà de faire un travail de retraitement pour pouvoir la rendre comparable aux autres. C'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est inhabituel pour calculer une rentabilité normative. Imaginons une entreprise avec un dirigeant qui a un très gros salaire, qui a sa voiture de fonction sur la société, qui fait beaucoup de frais de déplacement, de frais de réception, frais de bouche, des dépenses qu'on pourrait qualifier d'un peu somptuaires. Ce ne serait pas forcément le cas d'un autre dirigeant dans la même entreprise. Donc, on va prendre, par exemple, une rémunération standard pour le secteur d'activité et on va retraiter tout ça pour pouvoir recalculer une rentabilité dans un contexte un peu plus habituel, un peu plus standard, qu'on qualifie de normatif. Donc ça, c'est pour les aspects très pratico-pratiques financiers. Parce que quand on parle de valorisation, on pense tout de suite aux éléments financiers. Pour autant, il y a une partie de la valeur qui ne provient pas des comptes. En effet, si on reprend mon exemple du salon de coiffure, on va s'intéresser à l'emplacement, c'est-à-dire que évidemment le chiffre d'affaires, évidemment la rentabilité vont avoir une incidence. Néanmoins, l'emplacement du salon va avoir aussi un fort impact sur la valorisation, c'est-à-dire que s'il est situé dans une rue passante avec un parking, une belle devanture, il sera probablement mieux valorisé qu'un salon de coiffure qui est dans une petite impasse d'un vieux bâtiment pas très, très engageant. On va aussi s'intéresser à la qualité des clients. Est-ce que les clients sont fidèles? Est-ce qu'il y a du récurrent? Je pense par exemple à des boutiques de chaussures pour enfants haut de gamme. Bon, bah là, la boutique, elle va avoir sa propre image de marque, sa propre clientèle. Et ça se valorise évidemment et ça ne se voit pas dans les comptes. Ou une société de nettoyage, par exemple, qui aurait des contrats signés sur 2 ans, 3 ans. Le fait que le client soit engagé sur une telle durée, ça va aussi avoir un impact sur la valorisation.
Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre aussi comme impact qu'on ne voit pas dans les comptes? Par exemple, tout ce qui est ressources humaines. Si on a une équipe qui est plutôt ancienne, avec pas trop de turnover, quand je parle d'ancienneté, on pourrait le voir comme un coût. Ouh là là, il va falloir payer les indemnités de départ à la retraite. Alors, certes, mais il faut aussi le voir comme une force. Parce que s'il y a une équipe en place avec de l'ancienneté et peu de turnover, c'est probablement que cette équipe détient aussi un vrai savoir-faire. Et ça peut vouloir dire que l'entreprise peut fonctionner sans le dirigeant. Et ça se valorise aussi parce que on a des contextes de valorisation, alors on va détailler un peu plus tard, mais quand on parle de valorisation d'entreprise, ça peut être dans un contexte de cession. Et le fait de savoir si le jour où le dirigeant va vendre, l'entreprise pourra continuer à tourner toute seule ou pas sans le dirigeant, ça a forcément une incidence sur sa valorisation. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui ne sont pas visibles dans les comptes et qui, pour autant, sont très déterminants dans la valorisation. Donc, en ce qui concerne la valorisation, alors on a parlé de vente avec Guillaume dans les aspects juridiques, mais pas que. On peut aussi faire une valorisation d'entreprise, par exemple, dans un divorce. Si on a besoin d'évaluer les parts de l'entreprise pour pouvoir faire le partage entre les époux. Ça peut être aussi une volonté d'apporter son entreprise à une holding dans certains schémas. Ça peut être pour la transmettre à ses enfants, à ses salariés. Et ça, il faut bien toujours expliquer le contexte à son expert comptable au moment de la valorisation parce que ça a une incidence, et notamment une incidence sur le volet fiscal. Il faut savoir que, par exemple, on a des abattements si on cède son entreprise pour partir à la retraite. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Et ça, l'avocat ou l'expert comptable pourra prendre en considération l'incidence fiscale de la cession de l'entreprise. Dans la même idée, si on cède son fonds de commerce ou si on cède son entreprise, il ne se passe pas la même chose. C'est-à-dire que si on cède son fonds de commerce, les sommes de la vente vont rester acquises à l'entreprise. Et ensuite, il faudra trouver d'autres schémas pour pouvoir sortir ces sommes de l'entreprise et qu'elles reviennent aux dirigeants. Si on cède les titres de sa société, là, c'est le dirigeant lui-même qui cède ses titres. Donc, tout ça, tout le contexte de la valorisation est extrêmement important à prendre en considération. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur ces sujets-là, mais il y a un élément qu'il ne faut surtout pas oublier parce que souvent, quand on veut valoriser son entreprise, on a tendance à penser que c'est la meilleure, évidemment, et puis on veut en tirer le prix le plus intéressant. Mais il faut aussi essayer de se positionner du côté de l'acquéreur, dans le cas d'une vente, hein, évidemment, mais ça marche aussi dans le cas d'un apport à une holding, en se disant que finalement, si quelqu'un devait l'acheter, cette entreprise, est-ce que la banque serait en capacité de suivre la demande de crédit qui serait faite par l'acquéreur? C'est-à-dire que l'acquéreur, lui, devra utiliser la trésorerie dégagée par l'entreprise pour pouvoir rembourser son emprunt. Donc, il y a un équilibre et un calibrage à trouver pour que le prix soit suffisamment juste et correct pour qu'il puisse être financé par une banque. Et il y a aussi un élément qui est plus important, une petite anecdote pour la fin. J'ai valorisé une fois une entreprise à 600 000 euros et puis le dirigeant me dit oui, mais en face de moi, il y a un autre bonhomme qui est prêt à aligner 700 000 euros. Donc, tant pis, je sais que je vais surpayer, mais moi, j'en ai besoin de cette entreprise parce que pour ma stratégie, elle va m'apporter un domaine de compétences supplémentaires, une implantation qu'aujourd'hui, je n'ai pas. Donc, je sais que je surpaye, mais tant pis, moi, je la paye 750 000 euros. Bon, ben voilà. Ce que je veux vous dire pour la fin, c'est que évidemment, la valorisation, ce sont des chiffres, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de l'humain. Et je pense que Frédéric, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus aussi sur l'humain. On a juste une petite question dans le chat de Monsieur Mathiacon. Peut-on valoriser avec le coût généré pour acquérir des nouveaux clients? Bien sûr. En fait, tout le contexte de l'entreprise va rentrer en ligne de compte sur l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'une de même entreprise comparable sur le papier, mais dont l'une a un coût d'acquisition client qui est nettement plus bas que l'autre parce qu'il y a des process en place et une organisation qui font que c'est efficace, va avoir une meilleure valorisation que l'autre. C'est évident. Merci beaucoup. Bien, ben, je vais reprendre la suite. Merci Laetitia. Donc, moi, je suis Frédéric Turcot, je suis manager de transition en direction industrielle et puis également, j'accompagne les patrons dans le pilotage de l'entreprise et j'ai une carrière donc dans les achats, l'industrie et puis comme directeur général. Ce que je vais évoquer aujourd'hui, c'est
c'est l'impact de l'organisation sur la valeur de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je vais parler en création de valeur ou en destruction de valeur. Et afin de permettre, quand on est acquéreur, de se projeter dans l'avenir, de se projeter dans l'organisation future et voir si on est à l'aise ou pas. Et dans quel cas, si on est très à l'aise, ben, comme on l'a dit il y a juste quelques minutes, on est prêt à payer plus cher parce qu'on se sent bien dans cette organisation. Et puis pour côté vendeur, eh bien c'est préparer éventuellement une session pour que ce soit le plus clair possible, pour que les acquéreurs comprennent ce qui se passe. En fait, les facteurs organisationnels, c'est autant de potentiel de performance, de rentabilité et de capacité ou de pérennité, ou pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des chiffres très corrects. Donc, l'aspect financier nous paraît bien dans le rétroviseur. On voit que les résultats sont bons, etc. La situation commerciale qui a été évoquée juste à l'instant avec Laetitia, elle n'est pas forcément, elle est très bien aussi. Et le montage juridique correspond tout à fait à ce qu'on attend. Mais pour autant, l'organisation va nous donner finalement ce qui va se passer dans les premiers jours, les premiers mois et les premières années. Donc, je vais travailler, on va évoquer trois grands axes: l'organisation des ressources humaines, l'organisation des achats et l'organisation opérationnelle. Donc, à chaque fois en termes de création ou de destruction de valeur. Alors, au niveau des ressources humaines, ça va se traduire, en fait, il y a ce qui peut aider à créer de la valeur, ça va être un organigramme clair, un organigramme qui existe, qui est connu par tout le monde, avec des responsabilités qui sont bien définies, des fonctions importantes qui auront été déléguées. Ça ne repose pas que sur le patron, surtout quand il s'agit d'une petite société. Les compétences clés ont été bien identifiées. On a beaucoup de polyvalence aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est indispensable. Et sur la partie RH et organisation RH, bien sûr, les entretiens annuels sont à jour, les plans de formation sont formalisés et concernent tout le monde. Et les fiches de salaire ont été revues régulièrement. Bien souvent, on tombe sur des fiches de salaire où la personne concernée dit « mais c'est pas moi » et pourtant, oui, c'est bien toi. Parfois même, les grades ne sont même pas à jour et même pas conformes à la convention collective. Ça, ce sont des éléments qui permettent de créer de la valeur. À contrario, ce qui peut détruire de la valeur dans le modèle de l'organisation des ressources humaines, eh bien, c'est pas de fiche de fonction, c'est un patron qui gère tout, il n'y a pas de gestion prévisionnelle des carrières, il y a des salariés qui sont irremplaçables et parfois même, ça peut être aussi le patron. Il n'y a presque pas de formations qui sont mises en place et des fiches de salaire, évidemment, qui n'ont pas été revues depuis longtemps. Donc ça, l'organisation RH, c'est ce qui peut conduire à de la productivité, de l'efficacité dans la vie de tous les jours. Et quand on se sent à l'aise avec une organisation où on a bien compris qui fait quoi, quand, comment, etc., quand on est acquéreur, puisque moi j'ai plutôt eu des expériences d'acquéreur, c'est très rassurant. Deuxième sujet, ça va être la partie achat. La partie achat, ça, ce sont des gages de rentabilité. Si on achète mal, on a des charges qui sont plus importantes et donc on a une rentabilité qui est forcément dégradée. Alors ça, on le voit déjà dans les comptes passés, mais il faut essayer de se projeter. Ce qui peut, quand on veut préparer sa session ou la vente de son entreprise, ce qui peut créer de la valeur, ça va être déjà d'avoir identifié un salarié, pas le patron si possible, comme étant le référent achat. Et celui-là, on le forme aux techniques des achats. Et même quand on a une TPE, même si c'est 4-5 personnes, il faut qu'il y ait une personne qui soit référente, qui a un minimum d'informations et de formation en tant qu'acheteur. Il faut avoir aussi une base de données qui tienne la route. Ça peut être un fichier Excel pourvu que ça tienne la route pour permettre d'analyser les comptes et faire assez vite des statistiques sur les achats. Il faut avoir un panel de fournisseurs qui soit bien géré, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec une dépendance sur un fournisseur. Ça, que ce soit en termes d'approvisionnement ou même d'achat en général. Il faut que ce soit bien géré avec des leaders, des challengers, etc. C'est très facile à mettre en place, et là encore, quelle que soit la taille de la société. Et puis, il y a aussi la surveillance des fournisseurs, c'est-à-dire est-ce qu'on enregistre quelque part les non-conformités. On s'aperçoit que parfois, un fournisseur qui coûte pas cher à l'achat, mais en fait, en finale, il coûte beaucoup plus cher. Ça, c'est des petits réflexes qui sont faciles à mettre en place, et plus tôt c'est mis en place, et plus on crée de la valeur. Et donc, finalement, au bout de 2 ans, on se retrouve avec des résultats sur lesquels l'expertise comptable va se baser pour donner un premier niveau de valorisation. Ce sera très important. Inversement, ce qui peut détruire de la valeur dans le contexte achat, eh ben, c'est que personne gère vraiment ça. Les critères de sélection des fournisseurs, il n'y en a pas vraiment. On consulte tout et n'importe qui. Personne n'est formé à la négociation côté achat, mais qui n'est pas loin de celle du vendeur, évidemment. Et ça, en négociation, ce sont des points de rentabilité qui sont perdus. Hein.
Et puis, en termes de commande ou de règlement des factures, en fait, c'est un peu tout le monde. Alors, ou c'est tout le monde, ou c'est personne, ou c'est que le patron. Dans tous les cas, c'est pas bon. Et donc là, à la sortie, ben, ce sont encore une fois des points de rentabilité qui sont perdus, tout simplement. Donc ça, c'est la partie achat. Et dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est sur les opérations. Donc les opérations, ça peut être un local, un atelier quand on est dans l'industrie ou dans une TPE du bâtiment ou autre. Ça peut être un laboratoire, ça peut être une cuisine, ça peut être voilà. Donc ça peut concerner tout le monde à partir du moment où il y a des équipements. Ça a été évoqué tout à l'heure sur la partie financière et même juridique. On en retrouve effectivement des valeurs d'actifs corporels, mais au-delà de ça, il y a aussi l'organisation. Comment sont-ils organisés? Donc là, c'est pareil. En quoi on peut créer de la valeur? Eh bien, c'est simple, avec des machines, des équipements qui soient cohérents, entretenus et conformes. Le coût de la mise en conformité, s'il n'est pas vu dès le départ au moment de l'acquisition, dans la due diligence ou autre, ça peut être énorme. Moi, j'ai eu des ateliers où, en fait, la valeur de la mise en conformité était supérieure à la valeur de la machine. Donc, il faut bien se mettre ça en tête. C'est aussi un local, quand on va le voir, et là, donc, j'invite ceux qui veulent acquérir à visiter, à poser des questions, y compris le week-end. On voit beaucoup de choses, parce qu'en semaine, c'est pas toujours évident. Mais on voit des choses, on voit un local qui est propre, qui est clair, qui est fonctionnel, on comprend bien les flux. On a des indicateurs qui sont au tableau. Là, on comprend qu'il y a une capacité à créer de la valeur qui est forte. Inversement, vous arrivez dans un local qui n'est pas forcément bien adapté. Alors, au niveau industriel, ça peut être des ponts qui sont pas là, ou un mauvais état général, un parc machine vieux, et puis du désordre un peu partout, avec beaucoup d'objets à jeter, des pièces, des équipements, des stocks obsolètes, des choses comme ça. Un désordre généralisé. Pas de planning, pas d'indicateur, éventuellement pour les sociétés un peu plus grosses, pas certifié ISO, donc pas de référentiel, pas d'organisation. Ça, il faut se dire que demain, quand on va acheter une boîte comme ça, pour se projeter, c'est pas évident, c'est pas facile, et donc forcément, ça va impacter la valeur de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est les sujets que je voulais préciser. L'impact de l'organisation sur la valeur d'une entreprise, il est important qu'on soit acheteur, et à ce moment-là, il faut absolument poser des questions et comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne la boîte, au-delà de ces résultats qu'on peut trouver effectivement dans les résultats précédents, et au-delà aussi du montage juridique. Il faut bien arriver à se projeter, se dire là, je vais y arriver, là, je vais m'en sortir. Il y a vraiment un fort potentiel et je vais me sentir bien. Et au contraire, à l'issue d'un audit, moi, il m'est arrivé de donner des avis défavorables quand j'étais non pas pour mon compte, mais pour le compte d'un patron ou d'un client, de dire non, là, ça va être trop dur, la marche est trop difficile. Le patron disparaissant, on va pas pouvoir tout reprendre. Donc, côté vendeur, il faut penser à ça. Il faut se mettre en position de retrait 2 ans ou 3 ans avant, minimum, et faire en sorte que la boîte tienne toute seule, que la partie organisationnelle soit autoportante. Et ça va être rassurant pour le vendeur, pour l'acheteur possible. Et du coup, forcément, il va peut-être moins discuter sur la valeur du prix qui va régler en finale. Voilà ce que je voulais dire. Merci Frédéric. Donc en fait, ce qu'on voulait montrer au travers ces 3 interventions, c'est que le sujet de la valorisation, il était vaste. Faut déjà savoir ce qu'on vend, quel est le périmètre de la vente. Il y a plein d'éléments dans la dimension financière. C'est pas juste un pourcentage du chiffre d'affaires. Voilà, moi je fais tant de chiffre d'affaires, donc c'est 70% ou 80 ou 50. Non, il y a toute la dimension rentabilité, il y a la tête du bilan, entre guillemets, si on vend les titres. On vend un bilan, hein, on vend une trésorerie, on vend un endettement ou pas, ou une société peut endetter. Il y a tout un tas d'éléments en fait à prendre en compte. Alors, même si ce n'est pas une science exacte, il y a quand même des choses voilà, un peu rationnelles. Et puis, la dernière partie avec Frédéric, c'est que ce qui est hyper importante, c'est effectivement de rassurer un potentiel repreneur et puis aussi, en fait, d'aider le dirigeant actuel à se projeter pour les années futures où potentiellement il vendrait ou céderait son entreprise à ses enfants ou à ses salariés. C'est de dire, qu'est-ce qui se passe quand je pars? Est-ce que les choses sont documentées? Donc voilà, donc c'est à travers la valorisation et ce prisme-là, en fait, c'est aidant pour se projeter
dans une vision future pour le dirigeant qui partirait, mais aussi d'améliorer en fait la situation de son entreprise. Donc, voilà, c'est ce on voulait démontrer aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jean-Louis. Je voudrais ajouter, c'est que de toute façon, quand on parle de valorisation, c'est sans doute peut-être pour vendre, mais c'est aussi pour faire de la croissance externe ou pour faire de la croissance tout juste. Et à un moment donné, on est devant le banquier. Et donc, c'est à partir des éléments qui ont été donnés. Et un autre, si vous voulez, qui me paraît important, c'est le récurrent dans l'entreprise, qui pour le banquier a une valeur très importante. Ce qui veut dire que déjà, dès le départ, le banquier voit que le chiffre d'affaires grâce au récurrent, si vous avez des contrats, va durer un certain nombre de mois, si ce n'est plus. Et là aussi, c'est un conseil que je vous donne, parce que souvent on ne le voit pas dans les PME, c'est que vous avez du récurrent, mais contractuellement, vous n'en avez pas. Donc, essayez aussi de contractualiser tout ça parce que c'est un élément important dans l'évaluation. Et comme je dis à la fin, quand on va voir le banquier pour lui demander soit de faire de la croissance, soit de faire de la croissance externe, soit de vendre son entreprise. Voilà ce que je voulais ajouter. Voilà, Alors, maintenant. on a une petite question de Cécile Lusso. Avez-vous une idée pour une société de service en termes de pourcentage du chiffre d'affaires? Mais si je peux intervenir, et puis en réponse aussi à ce que disait Jean-Louis, c'est vrai que la récurrence a un réel impact sur la valorisation d'une entreprise, et ça rejoint aussi la question précédente sur le coût d'acquisition client. Évidemment, on dit toujours qu'il vaut mieux garder ses clients que risquer d'en perdre, parce que ça coûte toujours plus cher d'acquérir un nouveau client. Et c'est vrai que la récurrence a une réelle incidence. Pour répondre à la question de Cécile, alors, société de service, c'est assez vaste et vous allez vite comprendre. Par exemple, si on prend un cabinet d'expertise comptable, on a tendance à dire que ça se valorise entre 80% et 100% du chiffre d'affaires. Vous prenez un avocat, c'est une société de service aussi, enfin une profession du moins de service. Et ben là, pour le coup, le ratio, il est plus entre 40 et 60% parce qu'un cabinet d'expertise comptable, vous avez des contrats annuels. Un avocat, selon sa spécialité, hein, évidemment, c'est encore une fois très vaste, ce sont vraiment des fourchettes assez larges. Le taux est beaucoup plus bas parce qu'il va devoir à chaque fois aller chercher des nouveaux clients, des nouvelles affaires, et il n'y a pas de contrat avec des répétitions. J'ai valorisé une fois une boîte de formation. On pourrait dire que de la formation, ce sont des participants nouveaux à chaque session de formation. Eh bien, figurez-vous que cette boîte de formation, en fait, elle avait des contrats avec Pôle emploi, et du coup, c'était Pôle emploi qui lui envoyait des stagiaires. Et bien là, ça a une valeur qui est énorme parce qu'une fois qu'on a gagné un appel d'offres auprès de Pôle emploi, on est quasiment assuré d'avoir des stagiaires à toutes nos sessions et pendant X années, pendant toute la durée du contrat, et voire même de pouvoir être renouvelé à l'appel d'offres suivant. Donc, il y a vraiment le contexte qui est très important pour la valorisation. Donc, les moyennes, oui, il y en a, mais elles veulent rien dire en fait. Voilà, puis il y a une chose aussi qui est intéressante à faire, au-delà de la valeur de l'entreprise, vous avez une application qui s'appelle Xerfi. Xerfi, en fin de compte, ce sont des études de marché. Donc, il est intéressant par rapport à son business de voir un peu comment vous vous positionnez dans ce marché. Hein. Là aussi, c'est intéressant, je dirais, même si vous ne vendez pas votre entreprise. Et c'est aussi intéressant quand on veut la vendre, pour voir en fin de compte quelle est votre situation par rapport aux concurrents. Et donc, si vous laissez tous ces éléments, c'est pour ça que, si vous voulez, chaque fois que vous verrez quelqu'un, c'est vrai, il y a une mécanique. Moi, je pourrais vous parler de logiciels aujourd'hui qui, soi-disant, évaluent votre entreprise. Mais et si vous voulez, ça a une valeur, c'est sûr, mais ça n'a pas la valeur pour un banquier et on finit toujours chez le banquier. Je m'excuse de répéter ça. Il y a aussi le patron d'IMM. Bon, on va le voir aussi pour avoir des prêts d'honneur. Bon, ben, là aussi, lui, il va regarder tout ça, quoi. Hein. Voilà. Si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions. Lou, pas d'autres questions dans le chat? Pour l'instant, pas de questions dans le chat. N'hésitez pas aussi à prendre la parole si vous souhaitez poser votre question. Juste, Emmanuel, juste et Laetitia, une petite précision dans la valorisation d'une entreprise, surtout pour les cessions de fonds de commerce. C'est la valeur du bail. Un bail commercial, c'est une durée de 9 ans. Plus vous approchez de la fin,
moins le bail a une valeur. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver en fin de bail avec une possibilité de renouvellement de bail avec un loyer qui pourra être augmenté. Donc, c'est une charge future que vous ne maîtrisez pas. Si le bail est récent, la valeur du bail, elle est d'autant plus forte que vous connaissez les charges sur les 9 ans à venir. Par conséquent, ne jamais oublier quelle est la valeur du bail, quelle est la charge correspondante pour valoriser que ce soit le fonds de commerce, mais aussi un actif incorporel de l'entreprise si vous achetez l'entreprise. Merci Merci. Guillaume. Ouais, tout à Donc, fait. une petite question qui en découle. Combien de temps à l'avance doit-on s'y prendre? Pour, Ou pour acheter une entreprise, plusieurs mois. Il n'y a pas de, il y a pas de règle spécifique. Si le projet est bien abouti, si vous avez ciblé, si vous avez réfléchi, que ce soit la vente ou que ce soit l'achat, on considère qu'une durée minimale de vente de l'entreprise ou d'achat d'entreprise, c'est 6 mois, ne serait-ce que pour des raisons de contingence financière et d'un certain nombre d'examens des situations fiscales, juridiques, comptables et autres qui prennent un tout petit peu de temps. Donc, considérez qu'un délai de 6 mois est quand même une durée assez classique. Pour un fonds de commerce, ça peut aller plus vite puisque vous n'avez pas les charges à reprendre. Mais néanmoins, et comme le disait Frédéric tout à l'heure, il ne faut jamais négliger l'aspect social, le volet social dans l'acquisition d'entreprise. Et ça prend un peu plus de temps. Donc, pour un fonds de commerce, moins de 3 mois, ce n'est pas tout à fait raisonnable. Pour une société, on va entre 4 à 6 mois et parfois plus si entre les deux, au milieu de la durée, vous avez les congés d'été. Vous, si vous voulez, sur une statistique de 2000 entreprises, je ne parle pas de fonds de commerce, hein, on dit, si vous voulez, entre le moment où vous initialisez l'opération et le moment où vous êtes seul aux commandes, on a une moyenne de 14 mois. Oui, Guillaume, tu devais parler une fois qu'on a trouvé la contrepartie. Parce qu'effectivement, il y a en amont, il y a toute la constitution, toute l'analyse du dossier, de trouver le repreneur. Toi, peut-être en tant qu'avocat, tu te positionnais juste sur la partie, enfin, où on est prêt à envoyer une lettre d'intention. Et Oui, il y a toute la partie avant de travailler sur le dossier et de trouver la contrepartie. oui, c'est ce que je disais. À partir du moment où le projet est abouti, c'est-à-dire qu'on y a travaillé plus en amont, se réveiller un matin en disant je vais vendre ma société à quelqu'un, faut-il le trouver déjà? Ou alors je vais acheter une entreprise, faut-il savoir laquelle, pourquoi et quelle activité? Je vous renvoie à ce que je disais en début de mes propos. Ça prend plusieurs mois, voire même plus encore. Parce que pour ce qui est d'un acheteur comme d'un vendeur, il y a un paramètre qu'on oublie toujours de prendre en considération, c'est le paramètre personnel de la vie privée. Une opération d'acquisition ou une opération de vente, ça impacte votre vie privée. Et ce paramètre fait que parfois, ce qu'on avait prévu de faire dans les 3 prochains mois se retrouve reporté pour des raisons complètement imprévues ou non réfléchies de plusieurs mois. Ne l'oublions pas. Vous avez des couples qui se font et qui se défont, vous avez des associés qui doivent se trouver, vous avez des sociétés à trouver et des acheteurs également à trouver. Tout cela peut prendre un certain temps et qui est totalement indépendant de la fameuse période de 6 mois dont je parlais à partir du moment où vous êtes prêt dans les starting blocks. Tout à fait, ouais, c'est ça. D'accord. Une autre petite question. Et si les salariés veulent reprendre l'entreprise, doivent-ils avoir des fonds propres? Oui. Oui. Aucun banquier, si vous voulez, aujourd'hui, ne prêtera de l'argent si vous n'avez pas de fonds propres. Et encore, c'est encore plus vrai depuis janvier 2024. Après, si on se positionne du côté acquéreur et du côté banquier, il y a l'expérience aussi du repreneur qui va pencher dans l'analyse du dossier par le banquier. Donc, si ce sont des salariés, il sera peut-être aussi plus enclin à prêter par rapport à un investisseur qui connaîtrait rien au métier. Donc, il y a l'aspect humain aussi à mettre en avant auprès du banquier.
Il y a l'aspect apport pour pouvoir faire face déjà ne serait-ce qu'aux coûts financiers de la reprise de l'entreprise, hein. Il y a un formalisme juridique, il y a des taxes, il y a des droits d'enregistrement, des choses comme ça. Donc déjà, il faut avoir un petit peu d'apport pour financer l'opération. Non, Et ensuite, en termes de financement pur et dur du crédit, hein, pour racheter l'entreprise, pour vous donner un ordre d'idée, tout à l'heure, je disais que le résultat doit servir au remboursement de l'emprunt. Alors, le résultat, ce n'est pas de la trésorerie. Donc, le résultat, on va le retravailler pour déterminer un flux de trésorerie, un cash flow qui va permettre de rembourser l'emprunt. Et ce cash flow, il faut savoir que les banquiers, ils conservent toujours une petite marge de sécurité. Ils ne vont pas prendre 100% du flux de trésorerie dégagé par l'entreprise. Ils vont prendre entre 70 et 80% du flux de trésorerie. Parce qu'évidemment, il faut que l'entreprise en conserve au cas où elle a un pépin, un nouvel investissement, d'autres choses à financer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. C'est-à-dire que le banquier ne va pas prendre 100% du flux de trésorerie. exactement. Mm. Oui, oui, tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai que bon, ils sont un peu plus frileux, mais on arrive quand même avec un bon dossier, on passe normalement sans problème sur les principales banques que l'on connaît. Voilà. Puis il y a aussi une solution, selon la taille de l'entreprise, vous pouvez faire appel à des fonds d'investissement qui sont des fois spécialisés dans des domaines et qui ont plus de souplesse pour vous prêter, mais avec aussi plus de contraintes, puisque quelque part, ils veulent être aussi un peu, pas dans le management, mais disons dans un pseudo conseil d'administration. Et il peut y avoir aussi une part de crédit vendeur dans certains cas. Oui. Oui, et puis ce qu'on peut mettre en avant aussi, il y a un message qui est très important, c'est qu'il existe des réseaux comme le réseau Initiative qui permettent d'avoir des prêts d'honneur et ça, c'est très apprécié par les établissements bancaires. Alors, ça ne s'y substitue pas. Néanmoins, c'est quelque chose qui est très apprécié parce que si les repreneurs sont suivis, le banquier est rassuré. Jean-Marc voudrait dire quelque chose. Oui, bonjour à tous. Si je peux rajouter quelque chose, effectivement, je l'ai mis dans le chat et c'est vrai que c'est très important. Quand on manque de fonds propres, hein, ce qui peut arriver, alors je me présente, je suis directeur d'initiative Marseille Métropole, et quand on manque de fonds propres, il faut impérativement, avant d'aller voir le banquier, bon, je connais bien la chose puisque j'étais banquier 32 ans, et le banquier a horreur, effectivement, d'avoir affaire à une entreprise, un chef d'entreprise qui a 0 € sur lui. Donc, du coup, il faut déjà se conforter un minimum de matelas d'apport. Et pour ce faire, l'une des possibilités, c'est effectivement de passer par le réseau Initiative qui va vous permettre de bénéficier d'un prêt d'honneur de l'ordre de 10 000 € à taux zéro, qui sera même couplé d'un prêt BPI de la moitié, donc de l'ordre de 5 000 €. Ça fera donc à peu près 15 000 € de prêt à taux zéro d'apport personnel. Et fort de ces deux nouveaux prêts d'honneur, vous pourrez ensuite aller voir le banquier plus facilement avec déjà une part d'apport personnel. Et puis surtout, le banquier, quand le dossier a été validé par le réseau Initiative, ça veut dire que la crédibilité a été confirmée par le réseau Initiative. Et sur nos comités siègent aussi des banquiers, donc ils en savent quelque chose. Et du coup, ça vous donne double chance, à la fois au niveau d'un apport supplémentaire, mais également de la viabilité de votre dossier qui a été validé par un comité. Ça vous donne encore plus des chances d'avoir une acceptation de votre demande de prêt bancaire. Et pour conclure, on dit toujours qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Il vaut mieux parfois se freiner et attendre 3 semaines, un mois avant d'aller voir son banquier et avoir plus de chances de succès que d'y aller directement et s'entendre dire que le dossier ne convient pas. Après, il y a aussi un point très important dont on n'a pas parlé, c'est évidemment le capital de l'entreprise. Quand on voit parfois des sociétés avec un capital à 100 €, on a envie de leur jeter le dossier à la gueule. C'est inadmissible. De nos jours, c'est inadmissible. C'est autorisé juridiquement, on est d'accord, mais c'est inadmissible. Donc, il faut déjà, s'il y a 100 € et 100 000 € de compte courant, voilà, c'est une provocation pour le banquier. Donc, il faut qu'il y ait un juste équilibre avec un capital digne de ce nom, des comptes courants d'associés. Parfois, les banquiers demandent à bloquer une partie des comptes courants d'associés. Ça peut se comprendre aussi sur 3 ans, 5 ans, le temps de la durée d'un prêt moyen terme. Mais en tout cas, voilà, ça, ce sont des possibilités aussi d'apport. Et puis, il y a le crowdfunding qui peut être un bon moyen de conforter vos fonds propres, de lancer votre produit sur le marché du crowdfunding et d'enrichir d'autant votre apport sur le dossier. Ok, merci à tous pour votre contribution. Est-ce que
Est-ce qu'il y a On a encore... encore deux petites Ah, questions. bah, super. Donc, toujours de Madame Lusso. Pouvez-vous expliciter un crédit vendeur, s'il vous plaît? Donc, en fait, le crédit vendeur, c'est le vendeur qui accepte, alors sur une base de valorisation, de critères, de temps, de faire crédit finalement sur 2 ou 3 ans. En général, ça ne va pas tellement au-delà, hein. Là où le banquier va payer 7 ans, va accepter de faire un prêt sur 7 ans. Le crédit vendeur, en général, il est plus court. Et une partie de la vente, voire certaines fois, dans des fonds de commerce, on peut voir une totalité en crédit vendeur s'il n'y a pas d'autre moyen de vendre autrement et de financer la vente. Mais voilà, c'est le vendeur qui va accepter un décalage en fait du paiement du montant de la vente dans le temps. En fonction d'indicateurs qu'ils auront définis ensemble. Voilà. Merci. Et pour la dernière question, pour rebondir à ce qui a été dit tout à l'heure, quel niveau d'apport en pourcentage est-il requis? Aujourd'hui, les dossiers que je passe, c'est 20%. 20% minimum. Ouais, 20% minimum. Ouais, moi je dirais entre 20 et 30 entre 20 et 30 selon les dossiers. Mais attention sur la totalité du coût de l'opération, parce que comme le disait, je crois, Laetitia, en fait, c'est pas juste la somme. En fait, il y a tous les frais pour le repreneur, les frais d'audit, les frais d'avocat, les droits d'enregistrement, peut-être les frais d'un intermédiaire qui a le mandat de vente, etc., etc. Donc, c'est globalement sur la totalité de l'opération. Voilà. Pour l'instant, pas de nouvelles questions. Je pense qu'on a fait le tour. Ok, ben, très bien pour nous. Nous, on est très contents d'avoir eu ces échanges avec vous. Voilà, vous recevrez la présentation avec nos coordonnées à la fin. Voilà, juste dans les jours qui viennent. Voilà, et on avait pensé à un sujet pour le prochain webinaire, vous nous direz si ça vous intéresse, c'est que quand un entrepreneur ou une entrepreneuse vendent, bon, le souci, c'est tout d'un coup, ils se retrouvent, disons, avec d'autres problèmes. Et donc, on a pensé faire venir des experts pour vous parler un peu justement de la session, mais après la session, quoi, hein. Voir un peu à quoi sont confrontés, on a une somme d'argent, quoi faire, etc., etc. Donc, il y a certains spécialistes dans ce domaine. Donc, on les fera intervenir, ça vous permettra de voir un peu comment tout ça se gère. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les demander et on essaiera d'organiser là-dessus aussi des webinaires. Merci beaucoup. Et moi, j'en profite également pour vous faire un dernier petit point sur les prochains événements de la CPME 13. Donc, nous avons ce jeudi 6 juin à 18h30, un apéro business à la SPTT de Marseille, donc qui vous permet de faire du réseau sous forme de speed meeting. Et nous avons également les trophées des entrepreneurs positifs, donc qui visent à valoriser les pépites entrepreneuriales de notre territoire. Donc, on a 2 demi-finales sur le mois de juin et une finale départementale qui arrivera au mois d'octobre. Donc, pour ce qui est de juin, sur les territoires d'Aubagne et de la Ciotat, ça se passera le mardi 11 juin à l'Espace des Libertés à Aubagne. Et également pour le pays d'Aix, Arles et Grand-Quentin-de-Bers, ça se passera le 20 juin au Palais des Congrès d'Arles. Donc, je vous ai mis sur le chat les différentes dates avec les liens d'inscription et ça sera bien évidemment remis sur le mail de remerciement que vous recevrez juste après dans la journée. Ok, Ok. Merci à tous. Bonne journée, bon déjeuner et puis à une prochaine fois. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Merci Emmanuel et Jean-Louis. Merci. Merci beaucoup à tous. Bonne journée, à bientôt.